pouvoir commencer cette conférence. Vous voyez le titre, IRVE, retour d'expérience du réseau électrique auto en immeuble d'habitation. C'est cette thématique qu'on voulait traiter avec vous, co-organisée avec Michaud. Merci Didier pour cette co-organisation de cette conférence. On va être ensemble pendant 1 heure. Vous voyez, on est nombreux d'ailleurs quand on remonte la photo sur nous tous sur la scène. On est nombreux sur la scène parce qu'on a réuni pour vous, cher public, chers conférenciers, un plateau d'experts sur ce sujet pour bien traiter cette conférence. Allez, Laurent, pour vous présenter qui vous êtes, qui vous représentez rapidement. Bonjour Xavier, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc Laurent Deschamps, la société 2B, entreprise d'électricité générale depuis 1970, partenaire d'EDF, co-traitant avec Enedis sur l'IRVE, membre de l'AVER, membre de l'APREC, dont va nous parler Frédéric tout à l'heure, membre du réseau 100% ELEC, dont va nous parler Didier aussi tout à l'heure. Voilà, donc dans les bornes de recharge depuis maintenant 6 ans, infrastructure et bornes de recharge. Voilà, merci. Frédéric. Donc Frédéric Verhoost, bureau d'études BTEP. Nous sommes donc un bureau d'études en électricité spécialisé sur le logement collectif et donc depuis plusieurs années maintenant, beaucoup sur les infrastructures de recharge en véhicules électriques, quelles que soient les solutions techniques envisagées. Et à ce titre, on est pas mal au courant de tout ce qui se passe sur ce sujet, aussi membre du réseau 100% ELEC et membre de l'APREC qu'on évoquera tout à l'heure. Voilà, merci à vous. Didier. Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, on a le plaisir de co-organiser cette conférence. Donc, Michaud est fabricant de matériel électrique. On a beaucoup investi ces dernières années dans le développement des matériels pour les infrastructures de recharge de véhicules électriques. Et il nous a semblé intéressant de faire un point sur le développement du réseau électrique auto, sachant que ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que sont parus les décrets d'application qui mettaient en place le préfinancement par le gestionnaire du réseau de distribution des infrastructures de type réseau électrique auto. Donc on commence à avoir un peu de recul pour aujourd'hui s'arrêter et regarder un petit peu où en est ce développement, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire pour que cette alimentation des copropriétés puisse se poursuivre du mieux possible. Voilà, merci. Olivier. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Olivier Huette. Moi, je suis le directeur du déploiement des IRVE en résidentiel collectif à Enedis. Donc, Enedis, pour rappel, est le gestionnaire de réseaux de distribution sur 95% du territoire français. Et donc, nous raccordons tous les clients, quel que soit l'usage, et notamment sur un secteur en forte croissance qui sont les IRVE. Voilà, merci à vous d'être là. Et Marc-Antoine, enfin pour terminer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Marc-Antoine Leprince, société Capborn. Alors Capborn, on est un opérateur de recharge pour véhicules électriques et donc on travaille pour les entreprises et les copropriétés dans lesquelles on installe et on exploite donc des bornes de recharge. Et à ce titre, en copropriété, on est mandataire Enedis et on travaille avec la fameuse solution du réseau électrique auto. Voilà, on va y revenir. Alors, j'avais d'abord un petit chiffre pour vous. Est-ce que vous savez ce que c'est, cher public, s'il y en a qui veulent le dire dans le chat les publics, chers conférenciers, 86%, ça représente quoi? Un beau chiffre. C'est un beau chiffre. C'est la recharge à domicile, non? Ah voilà, ben voilà, il y a des connaisseurs. C'est le taux de recharge de véhicules électriques qui s'effectue à domicile, dont une part croissante, dans l'habitat collectif. Puis les sources, c'est les 10 BVA que vous devez bien entendu connaître. Alors, Olivier, on voulait commencer avec vous quand on a préparé cette conférence. On voulait savoir où est-ce qu'on en est des volumes. Finalement nous donner quelques éléments en termes de tendance, et qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on va, et quelles solutions pour une IRVE en copropriété. Alors Xavier, donc je vais vous expliquer tout ça, quels sont les volumes aujourd'hui et quelles sont les projections. Pour commencer, il faut rappeler qu'en résidentiel collectif, on a 2 types de solutions. On a la possibilité de faire appel à un opérateur privé qui va faire une demande de création d'un point de livraison Enedis et qui va installer un système de recharge pour les particuliers. Et vous avez, et c'est le sujet de cette conférence,
l'option de choisir pour une copropriété un réseau électrique auto. Et là, Enedis va poser un réseau public de distribution qu'on appelle réseau électrique auto dans le parking pour que chaque particulier puisse s'équiper d'une borne de recharge derrière son point de livraison, donc son compteur. Donc, et nous accompagnons évidemment les deux démarches. Où en est-on en termes de volume ? Alors, il faut savoir que le parc à équiper est assez important, puisqu'on a 236 000 résidences sur le territoire desservi par Enedis, 8,4 millions de places de parking, on en a 8,7 sur le territoire français, et on a aujourd'hui franchi la barre des 14 000 résidences équipées, ce qui représente une croissance forte par rapport à ce qu'on avait il y a 2 ans. On était à peu près à la moitié. Il y a 2 ans, je communiquais souvent sur 3%. On est maintenant à 6%. Mais ce qui reste encore assez faible par rapport à l'ampleur de la tâche qui est devant nous. Alors, ce volume croît. Ce que je peux partager aussi avec vous, c'est les volumes de demandes qu'on reçoit. On reçoit à peu près de l'ordre de 500 demandes d'opérateurs pour créer des points de livraison en résidentiel collectif par mois. Et on reçoit à peu près 200 demandes de mandataires, on y reviendra, ou de copropriétés pour la création de réseaux électriques auto. Donc ça fait 700 environ. 700 au total par mois. Par mois, oui. Demandes. Ouais, voilà. ouais. Voilà. Donc vous voyez que les volumes sont quand même assez importants. Ça c'est au niveau national. Hein. C'est au niveau national, absolument, oui, tout à fait. Alors, vous avez raison, Xavier, c'est très hétérogène en fonction des régions, puisque là où ça se développe le plus, c'est dans des zones urbaines denses. Ouais. Vous avez la région parisienne qui se développe beaucoup, vous avez toute la zone lyonnaise, vous avez aussi la Côte d'Azur, et puis ça commence à se développer pas mal sur d'autres zones urbaines. Je pense au Pays de Loire, je pense au Sud-Ouest. Bon, il y a d'autres grandes villes qui commencent à s'équiper de manière importante. Alors, aujourd'hui, moi, je voudrais revenir sur un point, c'est le parcours et je crois que j'avais une planche pour pouvoir expliquer réseau électrique auto, voilà, c'est ça. Comment ça se passe ? De quoi est composée une infrastructure de recharge de véhicules électriques ? Mes co-conférenciers pourront le développer ensuite. Donc, vous avez déjà un équipement individuel pour le particulier, qui est une borne ou une prise. Vous avez son compteur, comme pour le logement. Et puis ensuite, vous avez l'infrastructure collective qui est, elle, décidée par la copropriété. C'est là que s'opère le choix. Donc, c'est ce réseau, cette infrastructure collective qui est installée par Enedis et qui constitue le réseau public de distribution qui est entretenu et maintenu comme le reste du réseau public en France. Les dispositifs de financement, pour rappel, vous avez le préfinancement qui est maintenant disponible depuis à peu près 2 ans et demi, où là, Enedis va avancer les frais d'installation de l'infrastructure collective et la copropriété n'aura pas de reste à charge dans ses charges de copropriété, mais chaque particulier va payer une partie du coût de l'infrastructure. Donc ça, c'est un facteur facilitant et qui a permis la croissance des demandes dans le résidentiel collectif. Donc il faut évidemment qu'en assemblée générale, il y ait cette décision qui soit prise, à la fois du type de solution et ensuite du mode de financement. Et là, l'assemblée générale peut choisir soit de faire une demande directement à Enedis et ensuite elle doit trouver aussi un électricien pour les équipements individuels, soit elle fait appel à un mandataire, donc ce qu'on va développer dans le suite de la conférence, qui va lui proposer un service clé en main. Ensuite, les copropriétaires doivent se signaler au syndic s'ils sont intéressés par tout de suite un compteur, mais s'ils ne le veulent pas tout de suite, c'est pas grave. Ils peuvent se décider 5 ans, 10 ans après ou 20 ans après. Et une fois qu'ils se sont signalés, Enedis va réaliser les travaux et va installer l'ensemble de l'infrastructure. Et le mandataire, si c'est le choix de la copropriété, va installer le reste de l'installation électrique. Donc, je voudrais juste insister sur un point, c'est que c'est les délais globaux. Je pense que c'est important que les copropriétaires anticipent bien ces demandes, parce qu'il peut se passer entre 6 à 18 mois avant de prendre une décision, avant de constituer un consensus auprès de l'ensemble des copropriétaires
sur le choix de la solution, sur le fait que l'on veut un compteur sur sa place de parking. Et puis, et je dois le dire, Enedis en tout cas est face à une demande importante. Donc on a eu ici des délais de raccordement qui ont plutôt eu tendance à s'allonger, ce qu'on est en train de maîtriser avec un plan d'industrialisation pour réduire ces délais. Mais tout ça pour dire que lorsqu'on achète un véhicule électrique, il faut déjà avoir anticipé auprès de sa copropriété sur son mode de recharge si on veut pouvoir recharger son nouveau véhicule dans sa copropriété. Ouais. Oui, on peut presque même passer le message. On a travaillé là-dessus. On le montrera en fin de conférence un webtoon sur ce sujet-là, une bêta animée. C'est que il faut même se lancer dans cette infrastructure tout de suite, parce que un jour ou l'autre, une personne va acheter une voiture électrique et donc il faudra se raccorder, et notamment chez soi, parce qu'on a vu que 86% de la recharge se fait à domicile. Et donc comme ce temps de travaux, de prise de décision, ça prend du temps. Il faut le faire au plus tôt. Voilà. Nous, c'est le message qu'on passe aux conseils syndicaux et aux syndics. Anticiper. Il suffit d'un copropriétaire dans la résidence pour créer le besoin. Et avec le préfinancement, ça n'a pas d'impact pour la copropriété dans son ensemble. C'est ça. Les autres ne payent. On va en reparler aussi, mais les autres ne payent pas tant qu'ils se branchent pas. Bon, pour résumer. Et donc, est-ce qu'il y avait d'autres choses à dire sur cette frise que vous aviez Oui. Alors, ce que je voulais juste expliquer d'une manière la plus simple possible, quelles sont les différentes étapes pour un syndic ou un conseil syndical. Donc, le syndic, avec le conseil syndical, doit bien définir le besoin de la copropriété, le nombre de places à desservir, avoir un échange sur le type de solution qu'il souhaite. Lorsque la copropriété a choisi un mandataire, le mandataire va gérer cette interface avec le syndic et faire les demandes à Enedis pour avoir un devis, pour avoir une étude et un devis. Donc nous, à la commande du mandataire, on va réaliser cette visite dans la copropriété, on va envoyer ce devis au mandataire. Tout ça va passer en assemblée générale présentée par le mandataire. Et ensuite, le mandataire va interagir avec le syndic pour savoir combien de compteurs on pose initialement. On nous envoie l'ensemble de ces informations. On envoie l'offre de raccordement définitive signée par le syndic. Et ensuite, nous, on fait les travaux et on met en service. C'est aussi simple que ça. Donc, en fait, il y a relativement peu de points de passage. Il y a vraiment bien anticipé pour le syndic les besoins, passer en AG le dossier. On signe le devis définitif sous le mandat de l'AG et on met en service. Voilà, et puis on sait qu'il y a toujours dans la copropriété, c'est une démocratie, donc il y a toujours des temps de prise de décision et il faut laisser ce temps aussi pour que le projet mature. Voilà, merci d'avoir déjà Olivier, à moins que vous ayez autre chose à dire, mais d'avoir déjà posé ce premier sujet, ces deux solutions qui existent, et on a bien compris le réseau électrique auto. En tout cas, ce que j'en ai compris, c'est qu'on a le compteur Niki qui vient jusqu'à la borne, hein, c'est ça, sur lequel on a son relevé de consommation directement. Hein. Voilà, elle est sur la place de parking, que ça soit en box, sur une place ouverte ou en parking extérieur. Toutes les configurations sont possibles. Et derrière, le client choisit s'il veut poser une prise renforcée ou une borne à son choix. Voilà, il peut choisir. Et après, derrière, il prend un opérateur pour l'énergie. Oui, un fournisseur. Un fournisseur d'énergie qui va lui vendre l'énergie, hein, qui peut être on va pas les citer, mais pour son logement en fait. Comme pour le logement. Hein. Voilà. Alors, on a posé ce problème-là, ce sujet, qui est pas un problème, qui est plutôt une solution. Maintenant, on aimerait savoir, on a parlé réseau électrique auto, je crois que tout le monde a compris ce que c'était. Maintenant, on a parlé tout à l'heure aussi mandataire. Et donc, il faudrait qu'on définisse un peu c'est quoi un mandataire, c'est quoi son rôle. Et ça, Laurent, on voulait vous donner le ballon pour et nous expliquer clairement ce qu'est un mandataire. Ouais, merci Xavier. Alors, c'est un peu comme Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. Moi, j'ai été mandataire sans le savoir au départ. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai un client qui m'a appelé. C'était le directeur mobilité d'EDF, Yannick Duport. J'étais en vacances en Bretagne et il me dit écoute, j'ai une copropriété, là, il faudrait que tu fasses l'étude pour cette copropriété. Je dis là, je suis en vacances. Il dit oui, mais bon, c'est la copropriété du PDG d'EDF. Je dis j'arrive.
Donc, voilà, ça a été les premières expériences et les premières réalisations. Après, on a fait Dominique Lagarde, qui était directeur mobilité d'Enedis. Donc, pour tester le process et mettre en place une industrialisation du processus. Et donc, j'ai tenu les rôles de coordination ou de chef de projet de ces premières infrastructures. Et avec Michaud, après, on a défini un peu ce que c'était que ce rôle de mandataire. Donc, le mandataire, c'est un chef d'orchestre qui va à la fois parler au syndic, aux copropriétaires, à Enedis, aux différents intervenants d'Enedis, bureau d'études, chargé de conception, chargé de travaux, prestataires. Ensuite va intervenir également le consuel qui réceptionne les installations, le GRD, le gestionnaire du réseau distribution, qui va mettre en service et qui va exploiter cette infrastructure. Donc voilà, le mandataire, lui, une fois qu'il est mandaté par le syndic, par la copropriété, va s'occuper de la gestion du projet. Alors, c'est des relations avec les différents interlocuteurs. Alors, je vais couper un peu tôt, mais c'est intéressant ce que vous dites parce que vous déployez plein de notions consuel, GRD. Finalement, le copropriétaire, s'il doit prendre en considération tous ces éléments-là, comprendre qui fait quoi, finalement, il se perd dans juste pour une fois dans sa vie presque d'installation. Et donc c'est le job du mandataire finalement, c'est dire je prends une personne, j'ai pas besoin de comprendre quels sont les interlocuteurs qui sont derrière, qui va faire quoi. C'est le mandataire, c'est le job du mandataire. C'est ça. Donc il va avoir à la fois un rôle administratif, technique et relationnel. Ouais. Et il va faire le lien entre tous ces interlocuteurs-là. Donc après, il y a Marc-Antoine qui va détailler les différentes étapes et les différentes interventions du mandataire. Mais lui, il a ce rôle-là d'interlocuteur unique. Donc comme ça, la copropriété s'adresse au mandataire et non pas aux différents interlocuteurs. On a la connaissance technique et on a la connaissance relationnelle des différents intervenants. Donc on gère les interventions des uns et des autres de la meilleure manière possible. Et donc, c'est une tranquillité à la fois pour le syndic et les copropriétaires. Voilà, donc c'est un grand chef d'orchestre, on va dire, sur un projet qui va s'étendre même un peu après. C'est-à-dire que quand il va y avoir des nouvelles demandes de raccordement, des gens qui ne sont pas raccordés tout de suite, on va pouvoir faire le raccordement ultérieur de ces copropriétaires. Voilà, donc la copropriété signe un contrat avec le mandataire. Finalement, c'est ça. Hein. Voilà, lui signe un mandat. Lui signe un mandat. Voilà. Voilà, on a compris comment ça marchait. Merci à vous. Alors on va continuer et puis on va aller dans le détail avec vous, Frédéric. C'est que maintenant les mandataires ont aussi une association pour les représenter parce que c'est une filière complexe, en tout cas avec différents types d'interlocuteurs. Et donc maintenant, vous aviez choisi de les regrouper sous même bannière. Exactement. Donc nous avons choisi de nous regrouper. Alors comme vous dites maintenant, parce que c'est relativement récent, hein, l'association, elle vient d'être créée cet été. Les premiers mandataires, ça date de quand? C'est il y a 2 ans, c'est ça? Entre 2 et 4 ans, je dirais, sur les tout premiers dossiers pour Enedis qui auraient pu être réalisés déjà. Mais comme le disait Laurent, moi aussi, on a participé à des dossiers où on organise tous ces éléments-là pour les copropriétés sans trop savoir qu'on a ce rôle de mandataire. Et aujourd'hui, ça peut paraître un peu étrange, mais on a pensé quand même qu'il manquait un interlocuteur, il manquait une voix dans le cadre de la mobilité électrique. Et cette voix a vocation à représenter ce nouveau métier qui est le métier de mandataire à destination de la recharge de véhicules électriques pour les copropriétés. Donc, il y a différents électriciens ou bureaux d'études qui travaillent déjà dans ce cadre-là, qui se sont regroupés au sein d'une association qu'on a nommée l'APREC, l'Association pour la recharge en copropriété. On voit quelques logos ici. Et voilà, dans un premier temps, le but, c'est de représenter, de fédérer l'ensemble de ces électriciens et de ces entreprises, bureaux d'études ou autres, de discuter avec les fédérations de syndics, par exemple, la FNAIM, l'UNIS, histoire de communiquer, de promouvoir cette solution technique qui est celle du réseau électrique auto.
Voilà, il y a aussi une volonté de représenter toute cette filière vis-à-vis de différents institutionnels, donc Enedis bien sûr, mais le comité de régulation de l'énergie, Advenir qui délivre les primes collectives et individuelles, le normalisateur, les gens qui font la réglementation et les pouvoirs publics, etc. Donc voilà, en 3 mots, cette association structurée, professionnalisée et représenter ce nouveau métier qui est le métier de mandataire. Et vous êtes le vice-président. Je suis vice-président. Vous l'avez pas dit, mais voilà, pour le repréciser. Merci Frédéric là pour expliquer rapidement là ce sujet de la PREC. Alors on va continuer là maintenant sur l'aspect technique avec vous, Marc-Antoine. Vous êtes un mandataire national, parce qu'il y a des mandataires de différentes tailles, hein, et vous intervenez sur tout le territoire. C'est ça? Tout à fait, on est mandataire national. Et alors nous, en tant qu'opérateur de recharge, on est un mandataire par essence. Dans le sens où on n'était pas initialement une société d'électricité. On a créé vraiment un service qui se voulait accompagnateur des copropriétés. Donc on a une approche qui est très servicielle et très gestion de projet quand on accompagne des copropriétés. Voilà, même si au final on finit par offrir la même solution que nos confrères, le réseau électrique auto en copropriété. Voilà, donc peut-être expliquer le métier là. Ce qu'on voulait, c'est comme a décrit Laurent, a commencé à initier Laurent, c'est d'écrire le métier du mandataire, hein, d'un projet en prise de contact initial jusqu'à la délivrance de la borne. Ouais, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu chronologique. Alors, l'ordre de grandeur de temps de tout un projet, c'est environ 12 mois, un peu plus. Donc voilà, on parlait d'anticiper un peu les démarches, c'est un peu le sujet. Donc en général, on est sollicité soit par un conseil syndical, soit directement par le syndic qui vient nous approcher et puis qui demande une solution pour installer des bornes de recharge. Alors évidemment, on présente les deux solutions, mais même si nous, Cap Borne, on ne vend que la solution de REA, mais c'est important voilà, que les copropriétés comprennent toutes les solutions. On parlait de la solution opérateur tout à l'heure. Donc on fait une demande au nom du syndic, au nom de la copropriété auprès d'Enedis pour lancer une demande d'étude. Donc à ce titre-là, on va récupérer un mandat de représentation qui est pas tout à fait un contrat, c'est pas un contrat commercial, c'est une sorte de procuration. On a le droit de faire la démarche auprès d'Enedis au nom de la copro, mais pour autant, il n'y a pas d'obligation de la copro à passer par nous pour installer les bornes. Enfin, la copro n'est pas engagée commercialement auprès du mandataire. Ça qui est intéressant, c'est que la copropriété reste libre. Ah oui. Et c'est vraiment un des avantages de cette solution, c'est que de A à Z, la copropriété reste libre, elle n'est pas engagée auprès d'une société privée. Donc on fait cette demande auprès d'Enedis qui va amorcer une étude technique. Donc le premier point, c'est la visite technique. Donc Enedis et le mandataire se déplacent dans la copropriété, on visite les parkings et puis Enedis réalise l'étude technique. Cette étude technique, elle donne lieu à une convention, une proposition de raccordement. La convention, c'est l'équivalent d'un devis, en fait, même si pour le coup, il n'y a pas d'appel de fonds. La convention, ça va détailler les modalités techniques et économiques en fait de l'installation de cette fameuse colonne publique ou de l'extension du réseau public dans la copropriété. Donc, modalité technique, par où passe le câble, en gros, et puis modalité économique, combien ça coûte aux personnes qui veulent s'y raccorder. Parce que je répète que la copropriété, ça ne lui coûte rien les travaux en fait sont coupés en quote-part et chaque quote-part est payé par un copropriétaire au moment de son raccordement. Cette convention, elle va être votée en AG, elle va être proposée à l'AG, elle est votée ou refusée. En général, elle est votée. Et puis après, il y a une phase de recensement. Donc on va demander à chaque copropriétaire, on va lui expliquer qu'il y a un projet d'extension du réseau public et puis on va lui demander s'il veut se raccorder, s'il veut raccorder sa place de parking à cette colonne. Recensement qui dure à peu près un mois et c'est le moment donc où les copropriétaires décident s'ils se raccordent et puis décident s'ils veulent faire installer une borne de recharge. Là pareil, le mandataire a le rôle de chef d'orchestre, il va interroger les copropriétaires via le syndic et puis il va réunir toutes les demandes de raccordement et les transmettre à Enedis. Donc on transmet à Enedis la convention signée et puis la liste en fait des copropriétaires qui veulent se raccorder. Et là on rentre en phase chantier. Visite de chantier avec le sous-traitant d'Enedis ou alors directement Enedis si ceux qui font les travaux. Et puis dès que la visite de chantier est passée, on peut amorcer les travaux. Donc au moment des travaux, le mandataire a un rôle encore plus important. Il va coordonner les différents intervenants, Enedis,
l'installateur de borne, qui est en général directement le mandataire ou alors un sous-traitant du mandataire, et puis le consuel qui va venir valider la conformité des installations. Oui, donc ça c'est important ce que vous dites. C'est souvent le mandataire, c'est aussi l'installateur. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Le mandataire, en fait, c'est finalement comme ça qu'il va gagner son pain. C'est en vendant après des bornes de recharge. Ouais. On verra à peu près comment, en fait, économiquement, ça se traduit. Mais c'est un peu l'idée que le mandataire vende des bornes de recharge. Ouais. Enedis n'intervient pas sur la partie borne de recharge parce que Enedis, c'est uniquement le réseau public, donc l'amont du compteur. Tout ce qui est à l'aval du compteur, c'est des sociétés privées comme les mandataires que nous sommes. Voilà, et puis le consuel, le mandataire, il s'occupe aussi de toutes les subventions à devenir. Il va même faire la facture, et certains mandataires aussi vont récupérer à la place d'Enedis, vont collecter en fait pour Enedis les quotes-parts et les dérivations individuelles, donc ce qui est dû à Enedis, ce qui fait que le client en fait il a une seule facture où il a le détail de ses prestations, la partie Enedis et puis la partie équipement. Voilà, ça on y reviendra sur le préfinancement. Alors imaginez, je me connais bien. Au début, je suis pas dans les gens qui sollicitent une borne, et puis je reviens vous voir après, une fois que les travaux sont faits, un an après, en disant voilà, je voudrais une borne. Est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'on fait alors dans ce cadre-là? Tout à fait, c'est prévu dans le cadre de la convention Enedis. Si vous voulez une borne plus tard, soit vous passez par le mandataire, vous lui demandez tout simplement d'être votre mandataire pour faire la demande auprès d'Enedis du nouveau compteur et pour installer votre borne de recharge, ou alors vous le faites vous-même, ou alors vous passez par quelqu'un d'autre, parce qu'une fois de plus, la copropriété, elle est libre de passer par n'importe quelle société. Donc si ça s'est bien passé avec le mandataire, foncez, continuez avec lui, et puis sinon, changez-en. Ouais. Mais même si j'ai pas été prééquipé, hein, ça je peux me faire prééquiper plus tard. En fait, il y a plusieurs façons. Soit au moment des travaux initiaux, vous faites poser juste le compteur, auquel cas vous posez pas tout de suite la borne, et là vous avez uniquement à vous adresser à un installateur de borne pour vous équiper. Soit vous n'avez rien fait poser, et là vous faites tout poser, le compteur Linky et la borne. La convention en fait elle a une durée de vie de 20 ans, donc pendant 20 ans en fait vous connaissez très précisément le prix du raccordement et les modalités du raccordement. Alors là, j'ai des questions qui tombent en même temps, mais on va avancer un peu le temps que je les traite. Il y a pas mal de questions du public. Alors, on va continuer avec vous, Didier. Merci Marc-Antoine pour cette présentation pour le mandataire. Il n'y avait pas de commentaire, Laurent. Il n'y avait pas d'apport supplémentaire. Là, on a décrit le phénomène. De manière exhaustive. Ensuite, Didier, donc vous êtes fabricant de bornes, et donc la question qu'on se pose, c'est quelle est la place des fabricants dans le déploiement d'un réseau électrique auto? Oui, alors plus que fabricant de bornes, on est fabricant de matériel d'infrastructure pour ces véhicules électriques. Donc, nous, on s'est intéressé donc très tôt, il y a déjà, je dirais, 5 ans, à ce déploiement, et donc nous avons développé toute une série de matériel à la fois pour la partie réseau public et puis pour la partie place de parking. Alors je vais pas détailler tous ces produits, mais plutôt sur la gauche de votre écran, vous avez des matériels liés à l'infrastructure publique, et puis sur la droite, on est plus sur les produits qui vont être installés sur la place de parking, sachant que sur la place de parking, bon, ça a été dit par Marc-Antoine précédemment, donc vous avez forcément, à partir du moment où vous êtes dans une infrastructure réseau électrique auto, vous avez forcément un compteur Linky, qui va être placé, le plus souvent, notamment si on est en parking ouvert, va être placé dans une armoire. Donc cette armoire peut être soit une armoire qu'on appelle de comptage, quand il s'agit simplement d'avoir à l'intérieur le compteur, le disjoncteur de branchement. Et à ce moment-là, on va mettre derrière une borne de recharge du marché de n'importe quelle marque, j'allais dire. Soit vous avez le choix d'opter pour un produit tout en un qui intègre à la fois la partie comptage du gestionnaire de réseau de distribution et la partie point de charge. Donc c'est le type d'armoire que vous avez en bas au centre de l'écran. Et puis lorsque vous êtes en parking extérieur, mais je viendrai largement sur le parking extérieur
un peu plus tard dans la conférence. Vous avez aussi des solutions de distribution qui existent. Je les détaillerai tout à l'heure. Il en existe 4 aujourd'hui. Et puis, les mêmes produits que vous avez dans des armoires, vous pouvez les retrouver par exemple dans un format de type totem lorsqu'on vient du sol, lorsqu'on est sur une distribution souterrain. Donc ça, c'est la première mission des fabricants, développer les matériels qui permettent de répondre à tous les cas de figure. Alors, deuxième mission qu'on s'est assignée, c'est aussi de développer des outils de configuration parce que ces matériels, non seulement il faut les poser, mais aussi il faut calculer les sections de câbles. Il y a toute une étude à réaliser et c'est important pour nous de proposer aussi des outils qui permettent de réaliser ces études. Alors, on a développé depuis pas mal d'années maintenant un outil qui s'appelle Olympe, qui est à la base un outil de calcul des colonnes montantes, donc qui, elles, vont alimenter vos logements. Et puis, depuis quelques années maintenant, on a fait de gros développements également pour calculer les infrastructures de recharge, aussi bien en parking intérieur qu'en parking extérieur, avec y compris dans les dernières versions, vous voyez en bas à droite de l'écran, on part directement d'une image de type Google Maps ou Google Earth et on va dessiner notre infrastructure sur cette image. C'est notamment utile en parking extérieur. Ces outils-là sont utilisés notamment par tous les promoteurs et les bureaux d'études qui travaillent pour les promoteurs dans le cas des projets neufs. Puisque dans ce cadre-là, le maître d'ouvrage de la construction doit remettre au gestionnaire du réseau de distribution une étude avec tous les matériels, toutes les sections de câbles, etc. Et enfin, autre apport qu'on a pu avoir concernant ce développement, puisqu'on s'y est intéressé très tôt, c'est-à-dire on avait une certaine avance sur la connaissance de tout ce qui a pu être évoqué jusqu'à présent. Et donc, on a mis en place des formations pour accompagner la montée en compétences de la filière. Donc, aussi bien sur, par exemple, le rôle du mandataire. On a une formation qui s'appelle « Accompagner une copropriété dans un projet IRVE ». La plupart des gens qui sont ici sur le plateau sont passés, j'allais dire, entre mes mains pour être formés il y a déjà quelques années. Sauf Enedis, bien entendu, qui a encore une avance par rapport à nous dans le domaine, naturellement, parce que c'est Enedis qui définit les parcours. Mais sinon, nous avons formé un nombre important d'installateurs. Donc ça, c'est le volet plutôt organisationnel. Et puis, au niveau des produits, cette fois-ci, nous avons aussi d'autres types de formations pour permettre aux installateurs de gagner du temps dans l'installation des produits pour qu'ils soient le plus performants possible. Et tout ça, ça contribue aussi au développement des infrastructures, à l'industrialisation du process. Voilà. On va d'ailleurs, on va vous montrer plein de photos tout à l'heure d'exemples de chantier. Hein, c'est ce qu'on a prévu, le cher public, pour vous montrer des exemples. Alors il y a plein de questions qui tombent. J'en prends 2-3 là pour se mettre en forme. Si un opérateur privé est déjà présent, est-il possible de solliciter tout de même Enedis pour la création d'un point de livraison individuel? Est-ce qu'on peut avoir coexistence d'opérateurs et de mandataires de réseau électrique auto sur une même copro? Finalement, c'est un peu la question. Est-ce qu'une fois qu'une personne est partie dans un schéma, il y a quelqu'un qui peut répondre? Ouais. Alors, techniquement, c'est tout à fait possible, puisqu'un opérateur peut desservir une portion des places de parking. En général, c'est de l'ordre de 20 à 40% des places qui sont desservies. Ouais. Donc, il reste encore une bonne partie à desservir. Ensuite, moi, j'invite la copropriété à regarder le contrat qu'il a signé, puisque vous pouvez avoir des clauses d'exclusivité. Donc voilà, il faut regarder les clauses contractuelles. C'est le contrat qui définit s'il y a exclusivité ou pas. Voilà, déjà c'est compliqué, c'est peut-être pas le schéma le plus simple d'avoir coexistence, Laurent, de deux fonctionnements. Tiens, j'avais une autre question. Dans une solution réseau électrique auto, le consommateur paie-t-il l'électricité au même prix que son abonnement individuel finalement dans son appartement? Laurent, peut-être?
Oui, alors c'est un compteur Linky. Le copropriétaire va avoir le choix de son fournisseur d'électricité. À lui de faire son choix, mais le prix du kilowatt va être équivalent pour le même opérateur. S'il a choisi EDF, Engie, Total, il paiera le même coût pour sa place de parking que pour son logement. Voilà, j'ai une question. du Oui. kilowatt. Si je peux me permettre un commentaire, avec les véhicules électriques, ce qui est bien, c'est qu'en général, on les gare la nuit. Et donc, en prenant des contrats heure pleine, heure creuse, on va avoir un prix du kilowattheure qui est bien plus faible que celui de l'appartement. La borne de recharge, théoriquement, elle est faite, enfin, le véhicule, il est fait pour se recharger la nuit. C'est là où on a la plus grande plage horaire et le prix du kilowatt le plus bas. Alors, j'ai une question de Gilles. Bon, je la résume. C'est j'ai un mandataire qui me propose des bornes. Est-ce que je peux choisir d'autres types de bornes? Est-ce que le copropriétaire a le choix de sa borne après, à la fin? Oui. Qui est-ce qui veut répondre? Oui, comme le disait Marc-Antoine tout à l'heure, le copropriétaire a le choix de toute façon jusqu'au bout. Alors, naturellement, le mandataire, dans sa prestation commerciale, va essayer d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de faire la vente des bornes, parce que c'est comme ça qu'il se rémunère. Mais le copropriétaire reste parfaitement libre s'il veut pas passer par le mandataire, mais par un autre installateur. Alors, je précise quand même que pour bénéficier des aides, type Advenir ou réduction du taux de TVA, il faut passer par un installateur qui soit qualifié IRVE. Mais le copropriétaire a parfaitement le droit de passer par l'installateur de son choix. Voilà, ça c'est Ouais. clair. Mais on a compris le modèle. Pardon. Ouais, Laurent. la petite exemple où moi j'ai effectivement sur une copropriété, un copropriétaire qui m'a dit bah, j'ai trouvé une borne 100 € moins chère, mais comme l'a dit Didier, l'installateur il n'était pas agréé à devenir, donc il a perdu la prime à devenir, qui était à l'époque de 960 €. Donc il a gagné 100 € la borne, mais il a perdu 860 € de prime. Donc voilà, attention à l'économie, quoi. Ouais, il faut toujours refaire les calculs et la qualité. On sait que ça paye toujours. Alors, on va aborder un autre sujet. On va continuer à tirer le fil avec vous, Olivier, sur la partie préfinancement, là, pour qu'on fasse un petit focus sur le préfinancement. Comment ça fonctionne dans le détail? Alors voilà, la question que vous posez, c'est que paye le client? Donc déjà, on l'a dit, on le rappelle, il n'y a pas de reste à charge pour la copropriété. Donc voilà, c'est 0 € dans les charges de copropriété pour l'ensemble des copropriétaires. Ensuite, le prix qui revient en tout cas à Enedis ou versé au mandataire qui le reverse à Enedis sur la partie réseau public, c'est ce qu'on appelle la quote-part. Donc c'est la part qui n'a pas été payée par la copropriété justement en fonction de la puissance qui est révisée tous les ans, qui a été fixée par arrêté. Il faut le savoir. Hein, nous, on est un service public en monopole. On n'a rien à vendre, je le rappelle souvent. Et donc nos tarifs sont fixés par le régulateur. Et donc tous les ans, on révise ce prix. Cette quote-part, elle est comprise entre 451 € et 2248 € TTC. Tous les ans, il y a un calcul d'actualisation, donc vous le retrouverez tous les ans. Le prix exact, il dépend de l'infrastructure qu'on a posée. Vous avez en plus le coût du compteur, ce qu'on appelle la dérivation individuelle, qui là aussi est fixée par notre régulateur. Si vous demandez votre compteur tout de suite, vous allez payer 310 €. Si vous le demandez quelques années après, vous allez payer 395 € parce qu'il faut se déplacer Et oui, on poser le comprend. compteur. Voilà. On comprend qu'on a intérêt à tout faire en même temps. Ça coûte moins cher de tout Ouais. demander tout de suite. Comme le disait Marc-Antoine, vous pouvez aussi demander à poser le compteur sur votre place sans activer le contrat, donc vous ne paierez aucun abonnement, hein, mais le compteur sera déjà posé et vous pourrez activer votre contrat quand vous le souhaitez. Et puis ensuite, le client, il paye au mandataire ou à l'installateur de son choix la prise de la borne. Il faut également poser une armoire pour les places ouvertes ou un mobilier urbain pour les parkings extérieurs pour mettre le compteur à l'intérieur. Donc il y a ce coût-là. Le consuel qui est obligatoire, c'est l'attestation de conformité, que l'installation électrique est bien conforme. Et puis ensuite, si vous avez choisi d'activer votre contrat, de mettre en service votre installation, vous devez choisir un fournisseur d'électricité avec un abonnement annuel et un prix de la fourniture.
qui peut être justement très avantageux si vous choisissez des offres de style heure creuse. Il y a des tarifs différenciés, même il y a des tarifs spécifiques sur la mobilité. Voilà, merci. Alors, je crois que Marc-Antoine, vous avez prévu un petit tableau qui prend la synthèse d'un exemple de tarif. Alors, je prends toutes les précautions oratoires, on va vous l'afficher. Toutes les précautions, on a pris un tarif moyen, mais pas vraiment. Voilà, c'était pas parce qu'il faut demander un devis au mandataire, donc et que des cas particuliers dans les copropriétés. Donc, ne rentrez pas, chers copropriétaires. Je sais que vous allez tout de suite noter, voilà, 1700. Non, il faut pas que vous reteniez ce chiffre-là, mais c'est pour vous expliquer la mécanique que vous pouvez avoir à la fois sur le lot équipement et sur le lot Enedis. Oui, c'est un exemple que je vais détailler un peu. Et puis, si je peux me permettre, il y a peut-être d'autres slides aussi auxquels on pourra remonter, voilà, sur le retour d'expérience. Mais si on veut continuer sur cette facturation, donc en effet, pour l'installation, vous avez 3 éléments de prix, 3 éléments de coût. Vous avez donc la quote-part Enedis, la dérivation Enedis, et puis les équipements. L'intérêt du mandataire, c'est qu'il va pouvoir centraliser tout ça sur une seule facture. Donc, je m'intéresse d'abord aux lots Enedis, donc qui sont les lots payés Enedis. Le mandataire a le droit de collecter cette quote-part et cette dérivation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est payé par le client et puis il va tout reverser Enedis. Il n'a pas le droit de faire de marge dessus. Donc, les prix qui sont affichés sur votre facture finale en tant que collecte Enedis, c'est vraiment ce que Enedis va facturer après au mandataire. Là-dessus, vous avez de la subvention. Alors, vous avez déjà une TVA réduite qui est à 5,5. Et puis, vous avez la prime Advenir collective. Donc, le programme Advenir, c'est un programme du gouvernement qui est financé par les C2E. Donc, alors j'ai oublié l'acronyme, c'est Certificat d'économie d'énergie. Ouais. Merci beaucoup. Et donc, la première branche de ce programme Advenir va venir subventionner les quotes-parts des primo-raccordés. En fait, pour chaque copropriété, vous avez une enveloppe de prime Advenir, et cette enveloppe, elle va être découpée pour chaque primo-raccordé. Donc, chaque quote-part des personnes qui font leur demande de raccordement à l'installation initiale, chaque quote-part va être subventionnée. Donc, si vous êtes peu à vous raccorder, évidemment, vous partagez une grosse enveloppe, et cette quote-part, en fait, peut être réduite à néant. C'est aujourd'hui, d'ailleurs, la majorité des cas qu'on rencontre dans les copropriétés, la quote-part est annulée et on a vraiment 0 € de quote-part. C'est Enedis qui va récupérer cette subvention Advenir, qui fait le dossier Advenir, et donc ce qui vous est facturé, eh bien c'est avec quote-part, avec subvention Advenir déduite. Et puis sur le lot d'équipements, donc les équipements en borne de recharge, les prises électriques, vous avez aussi des subventions. Donc on retrouve une TVA réduite à 5,5. On retrouve une nouvelle prime Advenir, mais cette fois-ci dans sa version individuelle. Donc aujourd'hui, elle est de 600 €. Donc 600 € qui sont récupérés par le mandataire et donc qui vont être déduits de votre facture. Voilà, donc là aussi, le mandataire, il a un intérêt, c'est qu'il fait ce dossier-là. Et puis troisième subvention, c'est le crédit d'impôt qui est valable donc pour les propriétaires occupants ou les locataires. Le crédit d'impôt, donc là, en l'occurrence, on ne peut pas le récupérer nous-mêmes, c'est forcément vous qui le récupérez un an après en faisant votre déclaration de revenus. Mais donc il est de 500 €. Donc voilà un peu ce détail, mais l'idée du mandataire, c'est qu'il va vous faire une facture unique avec tout le détail des subventions, et ce qui fait qu'en fait, on a aujourd'hui des installations à des prix qui sont très, très compétitifs. Ouais, en termes de retour d'expérience, alors vous voulez... Oui, alors le plus bas qu'on puisse proposer, parfois le coût de revient, c'est autour de 800 € pour installer une bande 7,4, je précise, qui est la puissance standard. En extérieur, ou quand il y a besoin de plus de matériel, on va plutôt se retrouver autour de 1400, 1500 € parfois, ou un peu plus. Voilà, toute subvention déduite avec la quote-part et la dérivation Enedis comprise. Voilà, ça dépend de ce que veut chacun. C'est ça. Alors, voilà, on a abordé ce parti préfinancement. La question pour vous, Frédéric, c'est quoi les J'avais juste une petite précision à apporter. Là, on a vu les subventions pour une borne 7,4 kW. Il faut bien voir que sur une prise 3,7, le taux de TVA est de 10%. Et on n'a pas de prime Advenir individuelle de 600 € et de crédit d'impôt. Donc, c'est vraiment que sur la borne 7,4 kW qu'on a ces primes et crédits d'impôt-là. Tiens, ben, on peut juste expliquer la différence pour les copropriétaires, Laurent, entre une prise et une borne, finalement, en termes d'usage, très rapidement. Oui, c'est une prise
3,7 kW, une borne 7,4 kW. Donc, on recharge 2 fois plus vite avec une borne qu'avec une prise. Ouais. Et après, il y a un système sécurisé en général sur les bornes de clés ou de badges qui fait qu'on a vraiment un système sécurisé sur sa place de parking. Oui, c'est ça. Personne d'autre va pouvoir venir se mettre, pour résumer, va pouvoir Voilà. se mettre sur votre prise. Voilà. Il y a un dialogue entre aussi la borne et le véhicule qui fait que c'est un peu plus sécurisé de se raccorder sur une borne que sur une prise. Et on ne peut pas débrancher. Quand vous êtes branché sur une prise, quelqu'un peut vous débrancher. Quand vous êtes branché sur une borne, on ne peut pas vous débrancher. Il faut vraiment le badge pour pouvoir se déconnecter de la borne. Donc en copropriété, c'est quand même une solution qui est plus adaptée que la prise de recharge. Oui, la prise elle va plutôt être utilisée en maison individuelle et la borne, quoique on peut être limité aussi par la puissance, mais en tout cas, ça peut fonctionner plus facilement en maison individuelle puisqu'il y a moins de personnes qui passent devant votre prise. Voilà. Et après, la borne va vous permettre, en heure creuse, vous avez besoin d'utiliser votre véhicule rapidement. En 1 heure ou 2, vous récupérez 7, 14 kilowatts, donc une autonomie tout de suite correcte pour pouvoir faire un petit trajet. Alors, juste avant d'arriver Frédéric, je vais vous donner la parole. Juste avant d'arriver aux exemples, hein, on va vous montrer des photos. Il y a eu des questions sur les parkings extérieurs, donc on va l'aborder, on va le traiter là. Donc soyez patients, cher public. Frédéric, alors quels sont les prérequis pour devenir mandataire et adhérer à l'APREC? Oui, alors si vous voulez, pour répondre à cette question, je voudrais rebondir sur la question d'un des spectateurs qui demandait est-ce qu'on peut installer une solution réseau électrique auto en parallèle d'une infrastructure préexistante dans la copropriété. Et pourquoi je veux dire ça? Parce qu'en fait, ça sous-entend que l'infrastructure de recharge qui va être installée dans une copropriété, c'est un réseau électrique qui a vocation à vivre pendant 10, 20, 30, 40, 50 ans. Donc en fait, faire un choix en conscience, en étant informé et en ayant toutes les informations en fonction des différentes solutions techniques, c'est vraiment primordial parce que, par définition, la personne qui a posé cette question, si elle est déjà engagée, c'est que ça doit faire 2 ou 3 ans maximum et qui se pose la question de revenir en arrière sur un vote qui a eu lieu en AG. Et donc, pour revenir après sur les prérequis, nous, à l'APREC, ce qu'on veut, c'est que vraiment les mandataires soient capables de traiter dès la première demande jusqu'à la mise en service de la borne en étant l'interlocuteur unique de la copropriété, du syndic, du conseil syndical, de chacun des copropriétaires qui voudra se raccorder immédiatement. Et donc, ça passe par plusieurs aspects, comme aider les syndics à rédiger les motions pour les assemblées générales. Ça peut être participer à des réunions en amont de l'AG ou pendant l'AG pour être en capacité de répondre à un maximum de questions. Répondre à toutes les questions que peuvent poser les copropriétaires pour les rassurer et pour leur faire comprendre qu'in fine, cette solution réseau électrique auto, elle va leur permettre finalement de reproduire sur leur place de parking ce qu'ils ont déjà chez eux, dans leur logement, comme si leur place de parking devenait un mini-logement. Ils ont leur compteur électrique, leur facture électrique, et la borne, finalement, ça devient presque de l'électroménager, comme une machine à laver. Donc, ils vont recréer cet environnement-là. Et le rôle du mandataire va être vraiment d'accompagner tout ça. Et nous, à l'APREC, notre rôle, ça va être de structurer toute cette demande pour que les mandataires qui soient membres de l'APREC répondent quand même à un cahier des charges minimum pour être en capacité de prendre toutes les demandes de A à Z jusqu'à la mise en service de la première borne. Voilà, mais merci d'avoir précisé ça, oui, parce que quand on s'inscrit, c'est sur la durée, hein, c'est des investissements, et donc il faut faire le bon choix. Il faut faire le bon choix, et puis on voit quand même qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs, il y a Enedis, il y a le mandataire, il y a l'installateur de borne, il y a le consuel, il y a le fournisseur d'énergie, et donc voilà, être l'interlocuteur unique de la copropriété, c'est important, et donc être en capacité de répondre à n'importe quelle question. Alors, on a prévu là pour vous maintenant, cher public, quelques photos. Hein. C'est ce qu'on avait, Laurent. Voilà, parce que il y a plein de questions qui tombent sur le parking extérieur. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait traiter de parking extérieur? Tiens, mais je peux même prendre une question tout de suite. Il y avait une question. Est-ce qu'Enedis, ça c'est pour vous, Kevin, c'est pour vous, Olivier, pardon, mais c'est Kevin qui pose la question. Est-ce que Enedis est prêt dès demain à déployer le réseau électrique auto sur des places de parking extérieures? La réponse est simple, oui, et on l'a déjà fait.
On a déjà installé des réseaux électriques auto en parking extérieur sur, on va dire, des parkings avec de la végétation derrière. On en a même installé sur des toits terrasses. C'était l'occasion de faire quelques innovations, hein. Sur des toits terrasses, c'est particulièrement compliqué. On n'a pas le droit de percer. Il y a des problèmes à résoudre, techniques. Mais on a toutes les solutions maintenant pour pouvoir équiper les parkings extérieurs. Absolument. Voilà, c'est un peu ce qu'on va vous montrer là. Merci. Là, le oui, ça a rassuré tout de suite le public. Laurent, alors quelques exemples de réseaux électriques auto. Voilà, donc là, c'est un parking intérieur. On va commencer par le plus courant. Donc, il y a une première étape qui va être une étape de repérage des lieux, d'implantation des équipements avec les copropriétaires, avec le chargé d'études et chargé d'affaires. Et donc, on va expliquer à la copropriété quel type de travaux on va faire dans leur parking, à l'extérieur aussi. Donc là, on voit, il y a des termes un peu techniques, un ECP2D, donc ça va être le point de pénétration, de raccordement dans la copropriété. Donc là, il va y avoir un coffret, on va le voir plus tard. On va avoir des petits travaux de génie civil, de VRD, où pour pouvoir pénétrer dans la propriété, il va falloir faire des tranchées, parfois des carottages. C'est ce qu'on voit là, le 2D90. C'est 2 diamètres 90 qui va être un carottage pour pouvoir descendre dans les étages inférieurs. Donc là, on fait passer un bureau d'études de structure qui va venir faire un sondage pour pas endommager la structure, pour pas que on coupe des ferraillages béton qui pourraient ensuite endommager la solidité de la dalle. Donc voilà, il y a toute une étape d'études techniques en concertation avec Enedis, en concertation avec des bureaux d'études électriques, en concertation avec des bureaux d'études de structure. Donc voilà, il y a toute cette partie-là d'études en amont des travaux. Là, la partie réalisation, donc on a une partie extérieure, on va venir se raccorder sur le réseau extérieur, sur le réseau public. Donc là, il va y avoir une ouverture, une tranchée sur la voie publique. Donc avec une demande d'arrêté auprès de la mairie que fait Enedis. On voit l'implantation du coffret, on voit la tranchée intérieure qui a été réalisée et l'implantation du coffret dans lequel on a un interrupteur sectionneur de coupure et des distributeurs qui vont aller distribuer l'électricité vers le parking. Donc là, on voit les réalisations. Donc là, au plafond, on voit un chemin de câble dans lequel passent les colonnes horizontales, différents raccordements, différentes finitions. Et ensuite, on passe à la phase réception des travaux, donc avec Enedis, avec les copropriétaires pour leur expliquer le fonctionnement de leur nouvelle borne. Donc là, on voit sur un coffret au milieu, un coffret où le compteur Linky il est intégré, c'est une place de parking qui est ouverte. Et sur la photo droite, on voit une place de parking fermée, un box fermé, où là, on a un compteur, une platine Linky et une borne de recharge qui est à côté reliée au compteur Linky. Donc ça, et là, la même chose, mais sur un parking extérieur, donc des tranchées, la mise en place d'un socle qui va permettre d'installer des totems, donc des bornes de recharge dans lesquelles est intégré le compteur Linky, mais dédié à l'extérieur. Voilà un peu les deux grands types de parking qu'on peut avoir. Didier va détailler après les différentes solutions sur les parkings extérieurs où il y a plusieurs schémas, des complexités différentes à chaque fois. Voilà, là on a vu toutes les photos, mais c'est intéressant parce que finalement il y a pas un bâtiment qui se ressemble. C'est ça hein, finalement le rôle du mandataire. Il y a pas un bâtiment qui se ressemble. Des fois, j'imagine il y a besoin de faire intervenir un bureau d'études. Vous avez précisé la structure, mais des fois il n'y a pas besoin parce que c'est un autre cas et donc ça va être tout le rôle du mandataire. C'est le sachant qui va savoir faire intervenir les bonnes personnes, qui va agréger tout ça. Voilà. Frédéric peut l'expliquer, mais le raccordement, il peut se faire sur un transfo, il peut se faire sur rue. Donc c'est vraiment le bureau d'études électriques techniques qui va définir la solution. Oui, Frédéric, peut-être.
Non, je disais oui, c'est exactement ce que vous dites, Xavier, c'est-à-dire aussi la maturité de la copropriété dans le projet est très variable. Parfois, il y a qu'une première demande et c'est pris très en amont. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, je rappelle qu'il est jamais trop tôt pour s'en préoccuper parce que il y a quand même des délais. Donc ça, il faut vraiment saisir les demandes dès maintenant. Et il y a des copropriétés qui peuvent être avancées, pas avancées, informées, moins informées. Marc-Antoine a parlé du rôle du responsable borne, on va dire, dans la copropriété. C'est très important aussi d'avoir un interlocuteur qui se manifeste un peu plus que les autres pour être quand même le lien entre au sein de la copropriété quand même. Donc voilà, il y a énormément de discussions et de pédagogie à faire. Oui, donc on désigne un interlocuteur. C'est bien d'avoir un interlocuteur, comme d'ailleurs sur la rénovation énergétique. Il y a ce qu'on appelle le leader énergétique. Souvent, c'est la personne qui porte le projet au niveau de la rénovation énergétique. Alors, on va montrer des exemples avec vous, Didier, sur les parkings extérieurs, parce qu'il y a plein de solutions techniques finalement maintenant. Oui, tout à fait. Donc, c'est aussi pour répondre à une préoccupation d'un de nos auditeurs tout à l'heure. Par rapport au total de copropriété, enfin de places de parking en copropriété évoqué par par Olivier Huyette au début de cette conférence, 8,4 millions, je crois. Par rapport à ces 8,4 millions de places de parking en copropriété, il y en a 4 millions qui sont en parking extérieur. Ah, la moitié. Voilà, la moitié. Donc, c'est dire si le parking extérieur, effectivement, est à traiter. On a longtemps dit que c'était le parent pauvre des infrastructures de recharge de véhicules électriques parce que c'était cher, c'était compliqué, etc. On peut dire aujourd'hui c'est plus le cas puisque en fait il existe rien que dans la solution réseau électrique auto, il existe 4 types de solutions techniques différentes. On va les voir dans un instant. Et puis les opérateurs ont leur propre solution également. Aujourd'hui, alors d'abord le choix de la solution technique, il sera fait lors de la visite technique initiale par le représentant du gestionnaire du réseau de distribution en dialogue avec la copropriété et le mandataire. La toute première image, donc le slide d'avant, c'était une distribution en aérien. Qui est souvent utilisé lorsqu'on a un alignement de box extérieur tel qu'on a dans cette image. D'ailleurs, les différentes solutions vont pouvoir très souvent être mixées au sein d'un même projet. Elles peuvent coexister, oui. Dans une copropriété, vous pouvez avoir une zone de box, une zone où vous avez simplement des places de parking en extérieur. Donc, on va pouvoir mixer ces différentes solutions. Donc ça, c'est la distribution en aérien avec une torsade aérienne, de la même façon qu'on peut avoir une torsade en village qui passe le long des maisons de village sous les toits pour alimenter les appartements. Eh bien, vous aurez le même type d'infrastructure ici, sur un parking. La deuxième solution, c'est une distribution en souterrain. Donc on va retrouver des totems comme dans le schéma, comme dans les photos présentées par Laurent. Donc là, on a des travaux de VRD, travaux d'enfouissement, et vous allez alimenter au niveau des différentes places de parking des socles qui vont recevoir ultérieurement, au fur et à mesure des besoins, des totems de recharge. Il faut voir que quand on réalise un réseau électrique auto en souterrain comme ça sur une copropriété, on va prééquiper l'ensemble des places de parking. C'est-à-dire qu'au niveau de chaque place de parking, on va mettre en place un socle tel qu'on a au centre de l'image, un petit peu sur la gauche, là, en bas. On met un socle avec une plaque de finition. Et lorsque, plus tard, le propriétaire de la place de parking voudra équiper sa place d'une borne de recharge, on viendra simplement démonter cette plaque de finition et mettre un totem à la place. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire revenir la pelleteuse. Oui. Les travaux on les fait en une fois parce que sont faits une fois pour toutes. Oui. Sinon, ça serait très onéreux de revenir à chaque fois, de tout casser. Ça donne la même souplesse qu'on peut avoir en parking intérieur où on a un câble qui passe au plafond du parking, on se raccroche sur le câble. Et bien là, c'est pareil, on a fait complètement le prééquipement et on vient simplement mettre des totems quand on en a besoin. Troisième solution, c'est une distribution en caniveau. Bon, c'est encore peu usité à l'heure actuelle, mais ça existe néanmoins. Donc là, on a des câbles qui sont non pas en aérien,
non pas en souterrain, mais qui sont au ras du sol, dans des caniveaux en matériaux composites. Alors, c'est une solution à implanter dans des cas bien particuliers parce que l'inconvénient d'un caniveau, c'est que par exemple, ça peut bloquer l'écoulement naturel des eaux sur un parking. Mais dans une zone telle qu'on a sur l'image ici, ça peut être une solution rapide à mettre en œuvre et relativement économique. Et puis enfin, une quatrième solution qui se développe beaucoup, qui va être intermédiaire, on va dire, entre le caniveau, l'aérien, c'est ce qu'on appelle la distribution en élévation. Cette fois-ci, on a une distribution dans une goulotte qui est surélevée d'environ 60 cm par rapport au niveau du sol. Alors ça, c'est très intéressant parce que vous n'avez pas le blocage des écoulements des eaux que j'évoquais tout à l'heure, par exemple. Vous avez une emprise au niveau du sol qui est extrêmement réduite. Là, on voit ce système placé, donc, j'allais dire de façon autoportée, c'est-à-dire vous avez des pieds espacés d'environ 3 mètres. Donc, l'emprise au niveau du sol est juste au niveau de ces points de fixation de ces pieds. Donc, ça vous permet de l'installer sur des zones végétalisées, comme sur l'image précédente, sans endommager les racines des arbres. Et puis, c'est également une solution qu'on peut trouver sur mur, comme ici. Donc, image de gauche, vous l'avez sur un mur relativement haut. Image de droite sur un muret plus bas, avec chaque fois des solutions techniques pour venir implanter vos bornes de recharge. Avantage de cette solution aussi par rapport au souterrain, c'est que on a une emprise au sol qui est beaucoup plus faible. C'est-à-dire que vous prenez moins de place sur la place de parking. Si vous avez un mur, si vous voulez avoir une desserte en souterrain, vous n'allez pas pouvoir creuser immédiatement au pied du mur parce que vous avez les fondations du mur. Donc il faut creuser un peu plus loin. Et du coup, vous allez prendre facilement 70-80 cm sur la place de parking. C'est pas toujours possible. Alors que sur ce type de système, en fait, la goulotte est placée vraiment à proximité immédiate du mur. Et donc, on prend beaucoup moins de place. On gêne beaucoup moins les voitures au niveau de la place de parking. Et puis, dernière image, c'est une solution qui est... j'allais dire composite, qui se met en œuvre un petit peu comme un Lego. Vous avez des angles. Alors là, sur l'image de gauche, c'est un cas Il y a un artiste là qui un peu tordu, j'allais dire, un peu. Voilà, mais c'est pour montrer ce qui est possible à l'extrême. Là, on a vraiment changé de niveau. On monte plus haut sur le deuxième mur. Et puis, sur l'image de droite, là, on est sur un muret. On est vraiment au-dessus du muret. Vous voyez, il y a tout un tas de possibilités de fixation de ce type de solution. C'est pour ça qu'elle est de plus en plus adoptée, parce qu'en fait, elle répond à plein de cas de figure. Voilà, merci Didier pour ces photos. Là, on arrive au terme d'ailleurs, il est 37, on a même dépassé. Allez, je prends une dernière petite question là pour le plaisir. Une question de Frédéric. Quid des bornes 22 kW dans le cas du système de réseau électrique auto? Est-ce qu'on peut les installer? Est-ce que sont financés? Alors, bande 22, on peut le faire techniquement parce que le câble de réseau public, il est triphasé. Première chose à dire, c'est qu'en copropriété, l'usage typique, c'est qu'on va rester toute la nuit sur la place de parking. Donc en fait, 22, c'est surdimensionné. Ouais. Complètement surdimensionné, sauf cas d'usage très précis. Imaginons un taxi, un VTC, etc. En 6 heures, en fait, même en moins, on peut faire le plein d'un véhicule avec une bande 7,4. Donc ça va être plus cher à l'installation. Les codes parts va pas être la même. L'abonnement va pas être le même. La borne va pas être la même non plus. Donc voilà, sauf si vous avez un cas d'usage très particulier, pour un véhicule électrique, c'est pas recommandé. Et les subventions ne marchent pas sur du 22. Et il y a un autre sujet qu'il faut aborder, c'est que tous les véhicules électriques ne chargent pas à 22 kg, loin de là. La plupart et c'est principalement les Renault qui chargent à 22 kg. La plupart des véhicules chargent maximum à 11 kg. Ce qui veut dire que si vous chargez déjà à 7,4 kg, le différentiel pour aller à 11 kg, ce que vous allez gagner pour charger en triphasé à 11 kg, vous allez investir beaucoup plus avec des abonnements plus chers, moins d'aide et
c'est pas forcément extrêmement pertinent. Il faut vraiment en avoir l'usage, peut-être avoir le véhicule qui va bien derrière. Donc, ça suppose de regarder plusieurs aspects, pas que la borne, le véhicule et l'usage dont on a besoin. Oui. Laurent, peut-être un commentaire Oui, juste pour dire, la borne 22 kilos, on a juste le crédit d'impôt sur 2025 de 500 €, mais il n'y a pas de prime à devenir. Voilà. On a répondu sur cette question. Donc aujourd'hui, la borne classique, finalement, ça répond à tous les usages, d'autant plus qu'on recharge, comme vous dites, le soir souvent et qu'on a le temps pour recharger. Et puis la recharge, ça coûte beaucoup moins cher que, c'est ce qu'on a traité dans le Webtoon aussi. Bah tiens, on va le lancer. Ça coûte beaucoup moins cher à la recharge à la maison que d'acheter de l'essence, la recharge à domicile. Donc on a mis en place, et merci à vous, un Webtoon ensemble. Donc cher public, vous pouvez scanner d'ailleurs à distance là, avec votre smartphone si vous le souhaitez, mais je vais vous montrer dans le détail à quoi ça ressemble. Ce Webtoon a été mis en place avec plusieurs personnes. On va les citer. Tiens, on va citer les personnes, Benjamin, si vous voulez bien, qui sont avec Advenir, Aver, Afor, Enedis, Logivolt, 100% Elec. Ça c'est vous, Michaud. 100% Elec, ce sont des installateurs qui appartiennent à un réseau qu'on a créé effectivement qui s'appelle 100% Elec. 100% Elec, Amperus, 2B, Watt, The Plug. Voilà, je crois qu'on a oublié personne. Alors, qu'est-ce que c'est finalement? Vous avez 3 épisodes dans ce Webtoon. Un premier épisode, c'est tous les bénéfices pour passer au véhicule électrique, et notamment le coût total d'utilisation. Vous savez, c'est un sujet important, c'est-à-dire entre le moment où j'achète mon véhicule, l'usage que je vais en faire et combien ça me coûte au global. Eh ben, le véhicule électrique, et là on vous explique tout ça, ça coûte moins cher que le véhicule thermique. On traite aussi les questions de pollution, parce qu'on dit souvent la batterie ça pollue. Bah ça c'est une idée fausse, parce que ça se recycle à l'infini pratiquement. D'ailleurs, il y a des obligations européennes qui ont été mises en place pour obliger les opérateurs à recharger les batteries. Et vous voyez que sur ces histoires, donc cette BD animée, il y a des petites bulles comme ça sur lesquelles je vais avoir plus d'infos. Je peux avoir plus d'infos. Donc il y a ce premier épisode, il y a le deuxième avec Thomas qui est le fil rouge. Ensuite il y a Thomas qui, une fois qu'il a dit j'achète mon véhicule, ou en tout cas je vais passer à l'acte, il faut installer l'infrastructure collective. Donc là, comment il fait? Il va voir son syndic, il est président de conseil syndical, et donc on explique les deux solutions d'ailleurs vous avez décrites, et puis les avantages de l'installation, et enfin en tout cas ce qu'il doit prendre comme décision. Et puis troisième épisode, c'est une fois que j'ai installé mon infrastructure collective, là je passe sous votre contrôle parce que vous êtes spécialiste, j'installe ma borne, et donc effectivement là il installe sa borne pour pouvoir recharger son véhicule électrique. Il y a aussi des vidéos. D'ailleurs, on avait fait avec vous, Olivier, là, on va vous voir des vidéos pour expliquer tous les bénéfices et puis les différentes solutions techniques qui se présentent. Donc, merci à vous, chers partenaires, d'avoir participé à la création de ce Webtoon. Voilà. Donc, je crois qu'on a mis... Ça met à bas pas mal d'idées reçues sur le véhicule électrique, et ça répond à beaucoup de questions que se posent les particuliers. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir en 3 minutes, parce que ça se lit en 3 minutes, c'est une BD, de pouvoir lire en 3 minutes la BD. Après, il y a toujours le président de conseil syndical qui est un passionné. Vous voyez, il y a plein de ressources. S'il veut passer 2 jours derrière, il peut passer 2 jours à lire tous les documents, et de manière à vous donner toutes les infos dont vous avez besoin. Merci, chers conférenciers, pour vos interventions, et merci, cher public, de nous avoir encore fidèlement suivis pendant cette semaine.